Salut et soyez les bienvenus sur D8 pour un nouveau numéro de cette émission littéraire nocturne que vous connaissez bien, Voyage au bout de la nuit. Alors c'est un plaisir de partir en voyage encore avec vous ce soir. Un voyage avec Balzac qui nous emmène dans un pays rempli de musique. Vous allez voir, on va lire, on va poursuivre les aventures de Gambara qui est une nouvelle musicale qui traite d'un compositeur qui est également facteur d'instruments de musique et qui ne compose des airs mélodieux que lorsqu'il est complètement ivre. Voilà. Et Balzac, je vais vous parler un tout petit peu de Balzac. Avant de vous en parler, je voulais juste vous rappeler que, vous le savez, cette émission est la vôtre et que vous pouvez participer grâce au hashtag VBN et surtout, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Donc, le hashtag VBN, il s'affiche en bas de votre écran. C'est le hashtag officiel de Voyage au bout de la nuit. Donc, quand vous tweetez, ou surtout quand vous tweetez d'ailleurs, vous faites ce petit hashtag et nous, ça nous permet du coup de retrouver vos commentaires, vos suggestions, vos envies, vos coups de cœur, vos coups de gueule, tout ça. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de Balzac avant de revenir à la lecture. Et Balzac, alors certains écrivains sont rendus célèbres après leur mort. Voilà, c'est pas du tout le cas de Balzac, puisqu'il avait déjà un public et un lectorat assez conséquent déjà de son vivant. Et ce lectorat était essentiellement, il faut l'avouer, féminin. Ben oui, parce que Balzac, il avait bien compris comment fonctionnaient les femmes. Il savait parler du cœur, il savait parler d'amour et ça leur plaisait bien. D'autant plus que Balzac, c'était un homme qui était gai et souriant, c'était un bon vivant et il était très très drôle. Alors il avait vraiment beaucoup d'humour, il n'hésitait pas en plus à dépenser des sommes colossales et à s'endetter pour épater la galerie. Par exemple, une fois chez lui, il a complètement refait tout son appartement, il l'a fait retapisser de percaline et puis il s'est fait, puisque ça suffisait pas, il s'est fait poser une baignoire en marbre et puis il s'est fait faire des costumes excentriques. Il a même engagé un domestique en livret qui le suivait partout. Et puis Balzac, il mange beaucoup. Alors du coup, il est un petit peu gros. Il a le visage rond comme ça, il a l'air toujours souriant et toujours avenant. Voilà, et c'est quelqu'un qu'on aime bien. Ses amis l'aiment beaucoup, il a beaucoup d'amis et il les amuse. Comme je vous le disais, il aime vraiment épater et faire rire toute la galerie. Et enfant d'ailleurs, alors c'était qui ce petit Balzac enfant? Enfant, c'était un boulimique de lecture, tout simplement. Mais ses parents, son père notamment, l'ont obligé à faire des études de droit. Donc il part à l'université et il travaillera ensuite à Paris chez un notaire. Mais ce qu'il veut, Balzac, vous le savez, c'est écrire. Évidemment, ça ne lui plaît pas du tout de travailler chez le notaire. Et du coup, il supplie ses parents de le laisser au moins essayer d'écrire. Alors ses parents, qui comprennent quand même et qui voient le désir de leur fils, lui proposent de l'installer dans une petite mansarde. Ce sera rue Lesdiguières et ils vont lui accorder, c'est plutôt sympa de leur part, 2 ans pour prouver son talent. Voilà, ils lui ont dit, on t'installe là, t'as 2 ans et si dans 2 ans, t'as rien écrit, tu repars chez le notaire. Et puis, à ce moment-là, Honoré se livre à corps perdu dans le travail. Et puis, la suite, vous la connaissez. Elle est ici dans Voyage au bout de la nuit, puisqu'on va lire une de ses nouvelles. Alors, je poursuis la lecture de Gambara. Gambara, où est-ce que je me suis arrêtée? Voilà, la lecture de Gambara, qui, je vous le disais, est ce compositeur qui ne compose de belles mélodies que lorsqu'il est ivre. Et il va rencontrer un comte milanais qui va tomber amoureux de sa femme. Sa femme s'appelle Mariana et il va essayer de la séduire et de lui piquer sa femme tout simplement. Voilà, et ça parle beaucoup de musique et d'opéra, vous allez voir. Si vous avez la fibre et l'oreille musicale, ça devrait vous plaire. Allez, bon voyage à vous sur D8. Voyez-vous, dit Gambara, cette musique n'est faite ni pour les incrédules, ni pour ceux qui n'aiment point. Si vous n'avez pas éprouvé dans votre vie les vigoureuses atteintes d'un esprit mauvais qui dérange le but quand vous le visez, qui donne une fin triste aux plus belles espérances, en un mot, si vous n'avez jamais aperçu la queue du diable frétillant en ce monde,
l'opéra de Robert sera pour vous ce qu'est l'Apocalypse pour ceux qui croient que tout finit avec eux. Si malheureux et persécuté, vous comprenez le génie du mal, ce grand singe qui détruit à tout moment l'œuvre de Dieu, si vous l'imaginez ayant non pas aimé, mais violé une femme presque divine et remportant de cet amour les joies de la paternité, au point de mieux aimer son fils éternellement malheureux avec lui, que de le savoir éternellement heureux avec Dieu, si vous imaginez enfin l'âme de la mère planant sur la tête de son fils pour l'arracher aux horribles séductions paternelles, vous n'aurez encore qu'une faible idée de cet immense poème auquel il manque peu de choses pour rivaliser avec le Don Juan de Mozart. Gambara frappa les touches d'une main sûre. Il étendit magistralement le thème de Meyerbeer par une sorte de décharge d'âme à la manière de Liszt. Ce ne fut plus un piano, ce fut l'orchestre tout entier, le génie de la musique évoquée. « Voilà le style de Mozart » s'écria-t-il. « Voyez comme cet Allemand manie les accords, et par quelle savante modulation il fait passer l'éprouvante pour arriver à la dominante dute. J'entends l'enfer. La toile se lève, que vois-je ? Le seul spectacle à qui nous donnions le nom d'infernal, une orgie de chevaliers en Sicile. Voilà, dans ce cœur en fa, toutes les passions humaines déchaînées par un allegro bachique. Tous les fils par lesquels le diable nous mène se remuent. Voilà bien l'espèce de joie qui saisit les hommes quand ils dansent sur un abîme. Ils se donnent eux-mêmes le vertige. Quel mouvement dans ce cœur! Sur ce cœur, la réalité de la vie naïve et bourgeoise se détache en sol mineur par un chant plein de simplicité, celui de Rimbaud. Il me rafraîchit un moment l'âme, ce bonhomme qui exprime la verte et plantureuse Normandie, en venant la rappeler à Robert au milieu de l'ivresse. Ainsi, la douceur de la patrie et mes nuances d'un filet brillant ce sombre début, puis vient cette merveilleuse ballade en ut majeur, accompagnée du chœur en ut mineur, et qui dit si bien le sujet. « Je suis Robert » éclate aussitôt. Entendez-vous les cris de l'innocence qui, en entrant dans ce drame infernal, y entre persécutés. La patrie et ses émotions sont venues. L'enfance et ses souvenirs ont refleuri dans le cœur de Robert. Mais voici l'ombre de la mer qui se lève accompagnée des suaves idées religieuses. La religion anime cette belle romance en mi majeur et dans laquelle se trouve une merveilleuse progression harmonique et mélodique sur les paroles. Le fil d'or de la mélodie court toujours le long de la puissante harmonie, comme un espoir céleste. Elle la brode, et avec quelle profonde habileté. Jamais le génie ne lâche la science qui le guide. Ici, le chant d'Alice se trouve en si bémol et se rattache au fa dièse, la dominante du chœur infernal. Entendez-vous le trémolo de l'orchestre ? On demande Robert dans le cénacle des démons. Bertrand rentre sur la scène, et là se trouve le point culminant de l'intérêt musical. Un récitatif comparable à ce que les grands maîtres ont inventé de plus grandiose. La chaude lutte en mi bémol, où éclatent les deux athlètes, le ciel et l'enfer. L'un par « Oui, tu me connais » sur une septième diminuée, et l'autre par un fa sublime, le ciel est avec moi. Enfin, pour couronner l'œuvre, voilà le thème qui a si fatalement ouvert l'opéra. Le voilà, ce chant principal, dans la magnifique évocation des âmes. Nonne qui reposez sous cette froide pierre, m'entendez-vous ? Entendez-vous les plaintes célestes de l'amour négligé ? Isabelle appelle Robert au milieu du grand chœur des chevaliers, allant au tournoi, et où reparaissent les motifs du second acte, afin de bien faire comprendre que le troisième acte s'est accompli dans une sphère surnaturelle. Dans l'horrible tumulte des passions déchaînées, la voix sainte n'eût pas été entendue. Mais en ce moment critique, elle peut tonner la divine Église catholique et se lève brillante de clarté. Là, j'ai été étonnée de trouver après tant de trésors harmoniques une veine nouvelle où le compositeur a rencontré le morceau capital de Gloire à la Providence, écrit dans la manière de Handel. Arrive Robert, éperdu, déchirant l'âme avec son « Si je pouvais prier ». Poussé par l'arrêt des enfers, Bertrand poursuit son fils et tente un dernier effort. Alice
vient faire apparaître la mer, vous entendez alors le grand trio, vers lequel a marché l'opéra. Le triomphe de l'âme sur la matière, de l'esprit du bien sur l'esprit du mal. Les chants religieux dissipent les chants infernaux. Le bonheur se montre splendide, mais ici la musique affaiblit. J'ai vu une cathédrale au lieu d'entendre le concert des anges heureux. Quelle divine prière des âmes délivrées, applaudissant à l'unisson de Robert et d'Isabelle. Si les Français ont compris cette musique, c'est parce qu'elle offre des idées, dit le comte. Non, 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 c'est parce qu'elle présente avec autorité l'image des luttes où tant de gens expirent, et parce que toutes les existences individuelles peuvent s'y rattacher par le souvenir. Aussi, moi, malheureux, aurais-je été satisfait d'entendre ce cri des voix célestes que j'ai tant de fois rêvé. Aussitôt, Gambarin tomba dans une extase musicale et improvisa la plus mélodieuse et la plus harmonieuse cavatine que jamais Andrea devait entendre. Un chant divin divinement chanté dont le thème avait une grâce comparable à celle de l'Ophélie et Filiae, mais plein d'agréments que le génie musical le plus élevé pouvait trouver seul. Le comte resta plongé dans l'admiration la plus vive, les nuages se dissipaient, le bleu du ciel s'entr'ouvrait, des figures d'anges apparaissaient et levaient les voiles qui cachent le sanctuaire. La lumière du ciel tombait à torrents, bientôt le silence régna. Le comte, étonné de ne plus rien entendre, contempla Gambara à qui les yeux fixes, et dans l'attitude des Teriakis, balbutiait le mot Dieu. Le comte attendit que le compositeur descendît des pays enchantés où il était monté, et résolut de l'éclairer avec la lumière qu'il en rapporterait. « Eh bien, lui dit-il en lui offrant un autre verre de plein et trinquant avec lui, vous voyez que cet Allemand a fait, selon vous, un sublime opéra sans s'occuper de théorie, tandis que les musiciens qui écrivent des grammaires peuvent, comme les critiques littéraires, être de détestables compositeurs. Vous n'aimez donc pas ma musique ? Je ne dis pas cela, mais si au lieu de viser à exprimer des idées, et si au lieu de pousser à l'extrême le principe musical, ce qui vous fait dépasser le but, vous vouliez simplement réveiller en nous des sensations, vous seriez mieux compris, si toutefois, vous ne vous êtes pas trompé sur votre vocation. Vous êtes un grand poète. Quoi ? Dit Gambara, 25 ans d'études seraient inutiles. Il me faudrait étudier la langue imparfaite des hommes quand je tiens la clé du verbe céleste. Ah, si vous aviez raison, je mourrais. Vous, non, vous êtes grand et fort. Vous recommenceriez votre vie et moi, je vous soutiendrais. Nous offririons la noble et rare alliance d'un homme riche et d'un artiste qui se comprennent l'un l'autre. Êtes-vous sincère ? Dit Gambara, frappé d'une soudaine stupeur. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes plus poète que musicien. Poète, ouais, cela vaut mieux que rien. Dites-moi la vérité. Que prisez-vous le plus, de Mozart ou d'Homère ? Ah, je les admire à l'égal l'un de l'autre. Sur l'honneur ? Sur l'honneur. Encore un mot. Que vous semble de Meyerbeer et de Byron ? Vous les avez jugés en les rapprochant ainsi. La voiture du comte était prête. Le compositeur et son noble médecin franchirent rapidement les marches de l'escalier et arrivèrent un peu d'estant chez Mariana. En entrant, Gambara se jeta dans les bras de sa femme, qui recula d'un pas en détournant la tête. Le mari fit également un pas en arrière et se pencha sur le comte. « Ah, monsieur, dit Gambara d'une voix sourde, au moins fallait-il me laisser ma folie. » Puis il baissa la tête et tomba. « Qu'avez-vous fait ? Il est ivre-mort !» s'écria Mariana en jetant sur le corps un regard où la pitié combattait le dégoût. Le comte, aidé par son valet, releva Gambara, qui fut posé sur son lit. Andrea sortit, le cœur plein d'une horrible joie. Le lendemain, le comte laissa passer l'heure ordinaire de sa visite. Il commençait à craindre d'avoir été la dupe de lui-même et d'avoir vendu un peu cher l'aisance et la sagesse à ce pauvre ménage, dont la paix était à jamais troublée. Giardini parut enfin, porteur d'un mot de Mariana. « Venez !» écrivait-elle. « Le mal n'est pas si grand que vous l'auriez cru. »« Excellence, » dit le cuisinier pendant qu'Andrea faisait sa toilette, « vous nous avez traités magnifiquement hier au soir. Mais convenez qu'à part les vins, qui étaient excellents, votre maître d'hôtel ne nous a pas servi un plat digne de figurer sur la table d'un vrai gourmet. Vous ne nierez pas non plus, je suppose,
que le mets qui vous fut servi chez moi le jour où vous me fîtes l'honneur de vous asseoir à ma table ne renferma la quintessence de tous ceux qui salissaient hier votre magnifique vaisselle. Aussi ce matin me suis-je éveillée en songeant à la promesse que vous m'avez faite d'une place de chef. Je me regarde comme attachée maintenant à votre maison. La même pensée m'est venue il y a quelques jours, répondit Andrea. J'ai parlé de vous au secrétaire de l'ambassade d'Autriche et vous pouvez désormais passer les Alpes quand bon vous semblera. J'ai un château en Croatie où je vais rarement. Là, vous cumulerez les fonctions de concierge, de sommelier et de maître d'hôtel. À 200 écus d'appointement, ce traitement sera aussi celui de votre femme, à qui le surplus du service est réservé. Vous pourrez vous livrer à des expériences inanimavili, c'est-à-dire sur l'estomac de mes vassaux. Voici un bon sur mon banquier pour vos frais de voyage. Giardini baisa la main du comte, suivant la coutume napolitaine. « Excellence, lui dit-il, j'accepte le bon sans accepter ma place. Ce serait me déshonorer que d'abandonner mon art, en déclinant le jugement des plus fins gourmets qui, décidément, sont à Paris. » Quand Andrea parut chez Gambara, celui-ci se leva et vint à sa rencontre. « Mon généreux ami, dit-il de l'air le plus ouvert, vous avez abusé hier de la faiblesse de mes organes pour vous jouer de moi. Ou votre cerveau n'est pas plus que le mien à l'épreuve des vapeurs natales, des bons vins. Non, je veux m'arrêter à cette dernière supposition. J'aime mieux douter de votre estomac que de votre cœur. Quoi qu'il en soit, je renonce à jamais à l'usage du vin, dont l'abus m'a entraîné hier soir dans de bien coupables folies. Quand je pense que j'ai failli, quant au misérable opéra que vous m'avez fait entendre, j'y ai bien songé. C'est toujours de la musique faite par les moyens ordinaires. C'est toujours des montagnes de notes entassées. C'est la lie de l'ambroisie que je bois à longs traits en rendant la musique céleste que j'entends. C'est des phrases hachées dont j'ai reconnu l'origine. Le morceau de Gloire à la Providence ressemble un peu trop à un morceau de Handel. Le cœur des chevaliers allant au combat et parant de l'air écossais dans la Dame Blanche. Enfin, si l'opéra plaît tant, c'est que la musique est de tout le monde, aussi doit-elle être populaire. Je vous quitte, mon cher ami. J'ai depuis ce matin dans ma tête quelques idées qui ne demandent qu'à remonter vers Dieu sur les ailes de la musique. Mais je voulais vous voir et vous parler. Bon, adieu. Je vais vous demander mon pardon à la muse. Nous dînerons ce soir ensemble, mais point de vin, pour moi du moins. Oh, j'y suis décidée. J'en désespère, dit Andrea en rougissant. Ah, vous me rendez ma conscience, s'écria Mariana. Je n'osais plus l'interroger. Mon ami, ce n'est pas notre faute. Il ne veut pas guérir. 6 ans après, en janvier 1837, la plupart des artistes qui avaient le malheur de gâter leurs instruments à vent ou à cordes les apportaient rue Froidemanteau dans une infâme et horrible maison où demeurait au 5e étage un vieil Italien nommé Gambara. Depuis 5 ans, cet artiste avait été laissé à lui-même et abandonné par sa femme. Il lui était survenu bien des malheurs. Un instrument sur lequel il comptait pour faire fortune et qu'il nommait le panharmonicon avait été vendu par autorité de justice sur la place du Châtelet, ainsi qu'une charge de papier réglé, barbouillée de notes de musique. Le lendemain de la vente, ces partitions avaient enveloppé à la halle du beurre, du poisson et des fruits. Ainsi, 3 grands opéras dont parlait ce pauvre homme, mais qu'un ancien cuisinier napolitain, devenu simplement regrattier, disait être un amas de sottises, avaient été disséminés dans Paris et dévorés par les éventaires des revendeuses. N'importe, le propriétaire de la maison avait été payé de ses loyers, et les huissiers de leurs frais, au dire du vieux regrattier, napolitain, oui, qui vendait aux filles de la rue Froidemanteau les débris des repas des plus somptueux faits en ville, la signora Gambara avait suivi en Italie un grand seigneur milanais, et personne ne pouvait savoir ce qu'elle était devenue. Fatiguée de 15 années de misère, elle ruinait peut-être ce comte par un luxe exorbitant, car ils s'adoraient l'un l'autre si bien que dans le cours de sa vie, le Napolitain n'avait pas eu l'exemple d'une semblable passion. Vers la fin de ce même mois de janvier, un soir que Giardini, le regrattier, causait avec une fille qui venait chercher à souper, de cette divine Mariana, oui, si pure et si belle, si noblement dévouée, la fille, le regrattier et sa femme,
aperçurent dans la rue une femme maigre, au visage noirci, poudreux, un squelette nerveux et ambulant qui regardait les numéros et cherchait à reconnaître une maison. « Eccola Mariana ?» dit en italien le regrattier. Mariana reconnut le restaurateur napolitain Giardini, dont le pauvre revendeur, sans s'expliquer par quel malheur, il était arrivé à tenir une misérable boutique de regras. Elle entra, s'assit, car elle venait de Fontainebleau. Elle avait fait 14 lieues dans la journée, et elle avait mendié son pain depuis Turin jusqu'à Paris. Elle effraya cet effroyable trio. De sa beauté merveilleuse, il ne lui restait plus que 2 beaux yeux malades et éteints. Elle fut bien accueillie par le vieux et habile raccommodeur d'instruments qui la vit entrer avec un indicible plaisir. « Te voilà donc, ma pauvre Mariana ?» lui dit-il avec bonté. « Pendant ton absence, ils m'ont vendu mon instrument et mes opéras. Il était difficile de tuer le veau gras pour le retour de la Samaritaine, mais Giardini donna un restant de saumon. La fille paya le vin. Gambara offrit son pain, la signora Giardini mit la nappe, et ces infortunes si diverses soupèrent dans le grenier du compositeur. Interrogée sur ses aventures, Mariana refusa de répondre et leva seulement ses beaux yeux vers le ciel en disant à voix basse à Giardini « Mariée avec une danseuse. Comment allez-vous pour vivre? Comment allez-vous faire pour vivre ?» dit la fille. « La route vous a tué. » Et j'ai dit Mariana. « Non, ce n'est ni la fatigue ni la misère, mais le chagrin. »« Ah ça? Pourquoi n'avez-vous rien envoyé à votre homme ?» lui demanda la fille. Mariana ne répondit que par un coup d'œil, et la fille en fut atteinte au cœur. « Elle est fière, excusez du peu, s'écria-t-elle. « À quoi ça lui sert ?» dit-elle à l'oreille de Giardini. Dans cette année, les artistes furent pleins de précautions pour leurs instruments. Les raccommodages ne suffirent pas à défrayer ce pauvre ménage. La femme ne gagna pas non plus grand-chose avec son aiguille, et les 2 époux durent se résigner à utiliser leur talent dans la plus basse de toutes les sphères. Tous 2 sortaient le soir à la Brune et allaient aux Champs-Élysées y chanter des duos que Gambara, le pauvre homme, accompagnait sur une méchante guitare. En chemin, sa femme, qui, pour ses expéditions, mettait sur sa tête un méchant voile de mousseline, conduisait son mari chez un épicier du faubourg Saint-Honoré, lui faisait boire quelques petits verres d'eau-de-vie et le grisait. Autrement, il lui fait de la mauvaise musique. Tous 2 se plaçaient devant le beau monde assis sur des chaises, et l'un des plus grands génies de ce temps, l'Orphée inconnu de la musique moderne, exécutait des fragments de ses partitions. Et ces morceaux étaient si remarquables qu'ils arrachaient quelques sous à l'indolence parisienne. Quand un dilettante, des bouffons assis par là, au hasard, ne reconnaissait pas de quel opéra ces morceaux étaient tirés, il interrogeait la femme habillée en prêtresse grecque qui lui tendait un rond à la bouteille en vieux moiré métallique où elle recueillait les aumônes. « Ma chère, d'où prenez-vous cette musique ?»« Dans l'opéra de Mahomet, » répondait Mariana. Comme Rossini a composé un Mahomet II, le dilettante disait alors à la femme qui l'accompagnait « Quel dommage que l'on ne veuille pas nous donner aux Italiens les opéras de Rossini, que nous ne connaissons pas, car voilà, certes, de la belle musique. » Gambara souriait. Il y a quelques jours, il s'agissait de payer la misérable somme de 36 francs pour le loyer des greniers, où demeure le pauvre couple résigné. L'épicier n'avait pas voulu faire crédit de l'eau-de-vie avec laquelle la femme grisait son mari pour le faire bien jouer. Gambara fut alors si détestable que les oreilles de la population riche furent ingrates. « Ne lui écrivez pas, madame, dit Mariana, et que Dieu vous conserve toujours belle. »« Chargeons-nous d'eux ?» demanda la princesse à son mari, car cet homme est resté fidèle à l'idéal que nous avons tué. En voyant la pièce d'or, le vieux Gambara pleura, puis il lui vint une réminiscence de ses anciens travaux scientifiques, et le pauvre compositeur dit en essuyant ses larmes une phrase que la circonstance rendit touchante. « L'eau est encore brûlée. » Paris, juin 1813.
37. Et c'est la fin de cette émission, c'est également la fin de cette nouvelle. Donc nous l'avons terminée et nous reprendrons un prochain voyage au bout de la nuit avec une nouvelle histoire. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir été fidèles à l'émission comme d'habitude. On se retrouve très bientôt sur D8. Allez, salut, prenez soin de vous. Ciao.